on va essayer de comprendre un petit peu comment on a agi pendant ce confinement, comment on essaye d'en sortir. On voit ça dans Causement Réunionnais. Patricia Château, bonsoir. Alors, ce confinement, d'abord, on va parler d'abord personnellement, après on reviendra sur ce que vous savez faire. Alors d'abord, ici, la question c'est comment, si on doit faire un bilan, comment ça s'est passé pour vous? Ouh là là. Je crois peut-être certainement comme la plupart, une grande partie de la population, à savoir comment va-t-on faire pour empêcher ce vilain virus de venir chez soi, sur soi, dans les affaires et tout. Donc ça a été effectivement après des heures à faire la queue pour entrer dans une grande surface pour faire ses courses, ressortir. Ramener ses courses à la maison, vite se débarrasser de Son âge? ah oui oui tout vite. Je crois à un moment donné, je me suis dit ouh là là, si je fais pas attention, presque j'aurais envie de me stériliser quoi. Et là, il y avait ça c'est une réalité, cette crainte d'attraper le virus. Et surtout la première semaine, on le voyait chez les gens, dans les attitudes, il y avait une attitude spartiate de ne pas se coller aux autres, de ne pas. Ça, c'était quelque chose, dès le début, on le voyait en tout cas. Et, la... Et quand on amène les produits chez soi, on prend les précautions. Oh là là. Alors là aussi, franchement, je crois que c'est une pièce comique hein, pour moi. Hein. Je sais pas comment ça a été pour d'autres. Et ma facture d'eau, je ne sais pas non plus parce que c'était ramener les produits, mettre au soleil, vite, 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 se débarrasser de ce qu'on portait pour l'extérieur et puis tout nettoyer, ce qu'on pouvait, hein, les boîtes, les bouteilles, etc., etc. Alors, quand on dit nettoyer, Oui, c'est voilà, c'est ça. Hein, avec c'est la brosse ou le non, non, ciseau? non, non, non. Ce qui pouvait passer, ce qui pouvait être passé avec un, comment dire, avec un petit torchon et un peu de savon, ça y allait. Maintenant, si c'était trop de papier du carton trop sensible, bon, on nettoyait un petit peu comme ceci. Hein. Moi, je ne sais pas comment on réagit les autres. Ma fille, elle, pour ne pas peut-être, je ne sais pas, peut-être aussi un peu par angoisse, elle allait faire ses préparatifs, ses préparations, devoirs et autres de lycée, par Internet. Mais ça a été vraiment, ça a été toute une histoire, je vous assure. Hein. Moi, j'aurais presque à demander, mais quand est-ce qu'on nous donne un appareil pour tout désinfecter quand on rentre, quoi? Là, cette crainte-là, elle était légitime parce que il y a quand même des gens qui ont agi ainsi, c'est-à-dire que d'acheter des produits, et de les mettre dehors pendant 2 ou 3 jours parce que on disait que le virus pouvait être dessus. Ça c'est quelque chose qui montre qu'il y avait une vraie crainte. Oui, et puis sincèrement, je crois qu'on ne savait plus. On ne savait plus à quoi s'en tenir. Hein. Il y avait énormément sur les réseaux. Hein, il y avait énormément d'informations qui passaient. Alors certains, on avait l'impression que bon, c'était pas la peine de le faire. Si on n'en faisait pas assez. Vraiment, moi je dirais qu'on était presque presque, je l'ai ressenti comme ça. Hein, on était presque face à soi-même, à Oui, sa propre raison pour se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Alors, c'est vrai que lorsqu'on apprend un petit peu froid, on a quelques petits symptômes, on appelle son médecin qui vous explique, etc. Heureusement d'ailleurs, hein, ne pas perdre confiance en son médecin, c'était quelque chose de très très important aussi. il y avait un fait aussi, c'est que la presse, en termes d'information, on avait chaque jour il y avait quelque chose de nouveau. Et oui, On pouvait attraper le virus dans l'air, on pouvait l'attraper. Euh, oui, on ne savait plus oui, comment oui, séparer oui, oui. l'intox de l'info. Oui, oui. Et puis, je veux dire, les symptômes qu'on annonçait. Je veux dire, pour certaines personnes qui ont, par exemple, les mêmes soucis, à savoir des soucis articulaires, des maux de tête souvent, plus, comment dire, parfois, enfin, on pouvait très bien dire, ah, mais j'ai ça, on pouvait tous devenir un petit peu hypochondriaques, quoi. Et se dire, ça y est, mais je l'ai. Ou alors dire, mais quand même, ça fait un bout de temps que j'ai tous ces symptômes réunis. Donc, ça fait maintenant qu'on considère que ceux-ci réunis, ça donne, Le c'est comme si Covid-19. on était atteint de Covid. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y avait cette, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment dire ça, il y avait ce qui s'est intégré un petit peu dans notre façon de voir. À chaque fois qu'on avait
une pathologie, la question était toujours, est-ce que c'est le Covid-19 ? Exactement, c'est pareil, hein, tout à fait. Là, les dernières nouvelles, c'est pareil pour ces enfants qui sont atteints de... Le Kawasaki ? Voilà. Enfin, la forme du Kawasaki, Oui, pardon. effectivement. Non, je pense qu'il y a eu, je pense qu'il y a différentes, il y a différentes parties là qu'on a eu du mal à intégrer. La partie qu'on a pu intégrer, c'était que la population a pu suivre, c'est celle de l'interdiction de sortir ou du respect pour certaines raisons, etc. Donc, mais pour d'autres, c'était un peu plus compliqué. Par exemple, comment comprendre que dans les EHPAD, on nous disait que les personnes âgées, pas question de les visiter. Alors on avait l'impression que ça y est, elles sont complètement isolées, comme dans un mouroir. Et ensuite, on attendait les nouvelles du gouvernement parce que qu'est-ce qu'on avait d'autre qui nous informait? Bien sûr il y avait pour le public, il y avait donc les médias qui nous donnaient quelques informations. Et sur place, on avait deux personnalités. La directrice de l'ARS et le préfet. Et pour le reste, et après, on avait quelques informations qui arrivaient du gouvernement, du Premier ministre, etc. Donc, et à chaque fois qu'on entendait une loi, eh ben, ça nous paraissait vraiment monstrueux, quoi. Ça devenait... il y avait la maladie, plus il y avait la façon de la prendre en charge qui devenait écœurante. Il y a une chose aussi qu'il faudrait quand même qu'on regarde, c'est qu'il y avait une volonté de la part de certains de noircir le tableau. Il y avait aussi de décrédibiliser le gouvernement, l'ARS. C'est vrai que il faut reconnaître que tout n'a pas été parfait. Il y avait des décisions qui pouvaient être critiquées. Mais on mettait souvent l'accent sur ce qui ne va pas. On ne disait pas ce qui allait. Et c'est vrai que là, les réseaux sociaux, les sites d'information, la presse de manière générale, pointaient du doigt aussi sur ce qui ne va pas. Et il y avait quand même quelque chose il y avait quelques éléments qui n'allaient pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Et surtout que, comme je vous dis, on avait deux représentants, deux porteurs de messages du gouvernement. Et du coup, forcément, comme on voyait les retombées, il n'y avait plus que les deux responsables. C'était clair. La population voyait que tout autour, les aéroports se fermaient. Le nôtre restait ouvert. On avait deux représentants pour les réglementations et autres. Donc forcément, si ça ne va pas, on peut être que face à eux. Il y a une chose aussi qui est vraie, la question quand on voyait un petit peu ce qui se passait, il y a eu quand même quelques maladresses dans cette gestion, et ça, malheureusement, on ne peut pas le nier. Mais il y avait quand même une réalité, c'est que derrière, il y avait une population. Oui. Une population qui était en attente d'informations, de sécurité, d'assurance. Et ça s'est vu sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Là, je reprendrai, si vous voulez bien, une remarque, une analyse faite par un sociologue qui disait que là, dans le cas du Covid-19, pardon, pas 29, je sais pas qu'on va arriver jusque là. Il y a ce qu'on appelle la réalité face à la gestion du risque. On était, en passant à une société moderne, on était moins face au risque grâce à la technologie, aux sciences et tout, qui nous laissait un petit peu plus croire qu'on était protégés. Et là, on s'est rendu compte que non, finalement, même la science nous lâche. Qu'est-ce qui restait plus ? Il restait plus que... Non. Et du coup, la population, maintenant, pour amener à la Réunion, effectivement, elle a pris... elle se demandait qu'est-ce qui se passe auparavant. Là, elle a mesuré le risque par rapport à elle, quoi. Passe Château, vous étiez sur les réseaux sociaux. J'ai pu vous entrevoir quelques fois, et le ton était assez sec, on va dire, et assez direct. Oui. Ça, les réseaux sociaux, c'était un exutoire aussi. Oui, tout à fait. Heureusement, je pense, il y a ce côté, il y a eu ce côté peut-être un petit peu malsain, où beaucoup d'informations arrivaient, mais encore malsain. Je veux dire. D'un point de vue du gouvernement aussi, on avait différentes... du point de vue de ceux qui font les textes aussi, on avait des informations qui arrivaient sans cesse et sans cesse, qui se contredisaient, vous voyez ? Donc, je veux dire,
heureusement, parce que finalement, on n'avait pas toujours envie d'aller déranger un ami ou quelqu'un de proche pour lui dire encore, pour lui parler. Derrière, il pouvait y avoir pardon, de la colère, derrière de l'angoisse. Enfin bref, il fallait donc échanger. Et le pire, c'est que justement, nous sommes d'une population nous avons quand même, il me semble, à La Réunion, hein, les sociétés créoles, on est quand même une population, comme d'autres bien sûr, qui avons besoin d'une proximité sociale. Hein. On est on est une population déjà qui aime le toucher, qui aime se parler. On aime bien le regard sur l'un et sur l'autre. Là, ça peut être négatif comme positif. Mais bref, on n'est pas dans la distanciation physique et sociale, comme on l'a dit. Et ça devait être très, très lourd. Et je pense que les réseaux sociaux ont servi à ce moment-là, oui. Y compris pour vous? Aussi pour moi. Parce que j'ai eu des moments où je me suis dit, non, là, ça suffit. Parce que j'ai eu un petit moment où j'ai commencé à avoir un début de grippe. J'ai appelé mon médecin, il m'a expliqué ce qu'il en est, ce qu'il fallait faire, etc. Mais quelques temps après, je me suis dit, bon, ça suffit, je ne vais plus regarder, lire, parce qu'il y en a trop d'informations. Mais à un moment donné, la colère revenait, quoi. On était renvoyé à soi-même. En colère contre qui? Oh, c'était la colère contre ceux qui nous dirigeaient, il fallait le dire, hein, ceux qui prenaient la parole. Et là, pour moi, honnêtement, je me suis dit, je suis dans un département français et je me rends compte que je n'ai que deux personnalités qui vont me parler de ce problème, Monsieur le préfet et Madame la directrice de l'ARS. Où sont ceux qui font la médiation, on va dire, entre la population et la population et le gouvernement, vous voyez, parce que on n'a pas toute l'information. Ensuite, on a juste ce qu'on nous envoie. On aurait envie aussi qu'il y ait, comment dire, il y a tellement, comment dire, tout paraissait loin de l'individu, les relations paraissaient tellement durcies qu'on avait besoin justement de plus de rapprochement. Et ce rapprochement, il devait se faire par de la confiance, par trouver de la sécurité, non pas une protection, comme on dit, souvent pour se moquer un peu de la population réunionnaise, une protection due à une dépendance affective ou autre, etc. Non, parce que c'était des situations inattendues. Et en plus, en entendant ce terme de mot, nous sommes en guerre, ça a des résonances à La Réunion. Hein, ça veut dire que les bateaux, les avions, rien, etc. Ça veut dire qu'il n'y a plus de marchandises, ça veut dire qu'il y a ci, il n'y a plus de ça, il n'y a plus de ça. Comment on fait? Vous voyez, chez les personnes les plus âgées. C'est vrai que, et sur ce point-là, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, lorsque il y a eu l'intervention du président Macron, il y a eu vraiment un raz-de-marée dans les grandes surfaces et tout le monde allait faire les courses pour justement faire face à la guerre. Et c'était vraiment ça. Ouais. Ils ont vraiment fait des stocks. Ah, oui. Mais alors, oui, tout à fait. Et alors justement, c'était alors qu'auparavant, quand on dit guerre, hein, on disait solidarité. Moi, je me souviens, lorsque je faisais des enquêtes dans les Hauts de Saint-Leu, les gens me racontaient, oh, vous savez, nous, on allait de Saint-Paul, du côté de la Possession, en passant par les ravines, etc., chercher le manioc pour le ramener de l'autre côté, etc. Et là, non, on voyait une population qui devenait très individualiste, oui. Chacun pour soi. Et le pire, c'est que en même temps, c'était la même chose pour l'information. Quand d'un autre côté, on vous apprenait que ceux qui étaient au plus près de l'information l'utilisaient pour sa propre famille, ça pouvait faire mal, vous voyez. Même si on pouvait se dire c'est humain. Oui, faire des stocks. Savoir que tel produit est arrivé, tel produit est en rayon. Oui, mais pour tout, pour les voyages, pour tout. Hein. Oui, tout à fait. Alors, avant de continuer, je vais juste rappeler d'abord votre formation. Vous êtes quelqu'un qui... Vous êtes... Je prépare un doctorat en sociologie et anthropologie. D'accord. J'ai attendu de lui poser la question parce que je ne veux pas d'abord interroger la sociologue, je veux d'abord interroger la réunionnaise. Et là, on va discuter justement sur ces postures-là de sociologie. Quand on parle d'individualisme et quand on parle de guerre, il est clair que lorsque arrive ce genre de situation, on pense d'abord à soi, à sa famille. Oui, tout à fait. Et on ne peut pas dire que
et que tout a été fait pour créer l'unité nationale, mais pour dire à chacun, sauvez-vous, sauvez votre peau. Exactement, exactement. Exactement. Et là, ce qui m'a fait plaisir, je crois, ce qui m'a donné beaucoup d'espoir, ça a été ces agriculteurs et qui se sont regroupés pour que la population soit fournie en légumes. Je pense que c'est une chose aussi à conserver. Parce que ça a été extraordinaire, ça faisait plaisir. On avait l'impression qu'il restait encore quelque chose du lien, quoi. Mieux que ça encore, d'ailleurs, quand on regarde, il y a eu beaucoup de bénévoles, il y a eu du bénévolat. Tout à fait. Pour aider ceux qui en avaient besoin, pour les masques. D'abord pour les masques, tous ceux qui ont décidé de coudre des masques, ça c'est une réalité. Déjà, ça montre bien qu'il y a eu cette volonté d'unité, elle était quand même là, sous-jacente, mais là. Il y avait eu ceux qui partaient voir les personnes isolées qui avaient besoin de voir du monde, hein. Et ça c'est autre chose également. Et puis ceux qui essayaient d'apporter leur aide de manière bénévole à travers les structures habituelles pour aider leurs voisins au moins. Voilà, oui, c'est pour ça que je reviens sur cette question. Pourquoi est-ce que j'ai été aussi agressive souvent sur les réseaux sociaux? Parce que justement, je me rendais compte, je me dis, mais la population, elle est en train de faire 4 fois plus d'efforts que le gouvernement. Parce que d'un côté, elle s'est forcée à nous dire tout va bien, c'est sécurisé, les médecins vous parlent, vous disent qu'ils accueillent, etc. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup à faire, hein, les équipes médicales ont fait beaucoup, c'est vrai, mais en même temps, il y a eu comme une espèce il y a eu un côté irréaliste, hein, comme si c'était des héros qui étaient en train de se mettre. C'est vrai que ce sont des héros parce que c'était dangereux. On a entendu d'ailleurs en métropole que des médecins, des infirmiers, des aides-soignantes ont laissé la vie pour soigner. Mais il y a eu aussi ces questions où ils se sont dit, cette crise apparaît au moment où on a auparavant on a été, ou eux, le corps médical, ou au point de vue de la santé, le personnel a montré que là, ça ne va plus, qu'on est en train d'enlever la capacité de soigner de la France. Vous voyez ? Et ce qui se passe alors du coup, c'est que alors qu'en France, on avait vu en métropole, donc on avait vu, on a entendu du personnel soignant dire quelle était la souffrance d'être aussi un soignant. Eh bien, même si ici il y a eu, on a ouvert, des espaces d'écoute pour ces soignants, on n'a pas entendu, on n'a entendu aucune plainte entre guillemets une plainte. Je veux dire, comme si ils étaient invulnérables eux-mêmes. Vous voyez ? Donc, à chaque fois, on avait l'impression que nous, la population, on était vulnérables et que finalement, il y avait ceux qui arrivaient à prendre des décisions et qu'elles étaient les bonnes et qu'il fallait pas en plus, il fallait pas non plus les critiquer d'une part, et d'autre part, ceux qui nous soignaient, vous inquiétez pas, tout va bien, ils sont invulnérables. Ils devaient être certainement très mal aussi. Entre ceux qui avaient leurs enfants chez eux, ceux qui tombaient malades. Et il fallait en parler. En métropole, on n'a pas hésité, hein, les médias n'ont pas hésité à les montrer aussi. Bien sûr, c'était bien de les applaudir, de leur dire, de leur envoyer, de les encourager, de leur apporter de la nourriture et tout. Mais il fallait comprendre aussi que ce sont des êtres humains qui étaient en plein exercice et que c'était quand même terrible pour eux aussi. Alors, de toute façon, on a parlé de la souffrance des soignants, on les a montrés, on a montré à quel point c'était dur. Alors, à quel point il y avait une souffrance. Parce que, d'une part, ils voyaient les gens mourir, et d'autre part, quand ils rentraient chez eux, ils n'avaient pas le droit de prendre leur famille, le membre de la famille dans leurs enfants, leurs conjoints dans les bras, et c'était quelque chose de dur. On a eu cette image d'un père qui rentrait et qui voit son enfant, et il ne peut rien faire. Il se met juste assis et il se met à pleurer parce qu'il ne peut rien faire. Et ça, c'est la souffrance, elle sera encore là pendant tout à fait. Pendant un moment, je pense. Bien sûr. Et c'est pour ça, de manière sociologique, l'être humain face à une épreuve pareille, généralement, je ne parlerai pas de guerre parce que ce n'est pas la même chose, mais face à une épidémie, je dirais, invisible, face à ce virus qui était invisible, il y a quand même une grande souffrance au sortir de 2 mois de confinement. Il y a une souffrance. Tout à fait, tout à fait. Il y a des thérapeutes très connus, hein, qui ont dit que
je pense que après ce confinement, la population aura peut-être plus envie de vivre, de se sentir, de vouloir être heureux, etc. Certainement. Mais cela veut dire aussi qu'elle doit combattre des peurs. Et cela, je suppose aussi, bon, je ne sais pas si c'est de la sociologie, mais je pense en moi que cela a dû faire remonter aussi des peurs de l'enfance, des peurs ancestrales, des peurs qui sont qu'il faut absolument prendre en charge, quoi. Je veux dire, pas prendre en charge, mais d'autant que qu'est-ce qui nous permet aussi comment dire, pas de conjurer, mais de faire un petit peu, de passer un petit peu outre, de prendre la distance par rapport à tout ceci, surtout lorsqu'on on a le corps dedans, là, je dirais, eh ben c'est la culture. Hein, ce sont les arts. Et là, on n'avait plus grand-chose. Oui. Et justement, et surtout sur une île comme la Réunion, où l'histoire est pas si grande que ça, 350, 400 ans, et on sait qu'on hérite des souffrances de nos ancêtres, parce que c'est écrit dans nos gènes, heureusement ou malheureusement, c'est comme ça. Et là, c'est une peur de plus qui va s'ajouter, et surtout pour ceux qui ont vécu les périodes de confinement à cause de la guerre, et forcément il va y avoir, on va rajouter de la souffrance à la souffrance. Tout à fait. Et moi, quand je parle aussi de peur ancestrale, même sans aller plus loin, on va dire lorsqu'on s'est mis debout, le cortex et tout, je pense qu'effectivement, je suis sûre, dommage qu'il n'y ait pas de recherche là-dessus à La Réunion, hein, j'aurais bien aimé en faire partie, c'est que je suis sûre qu'il y a quelque part une souffrance du passé qui est là, qui est présente, et que qui doit être réactivée forcément à un moment donné, plus ou moins fortement chez certains individus. Alors, mais ça, c'est un contexte qu'on oublie et qui est traité à l'heure actuelle comme une question. On en a assez parlé de ça. Je crois que la transmission intergénérationnelle en termes de souffrance, de peur, je pense que ça, c'est un sujet qui est déjà étudié, qui est déjà développé. C'est un constat aujourd'hui. Personne ne nie que nos ancêtres nous ont transmis leurs souffrances, leurs peurs. Ça, c'est quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est vrai que cette épreuve-là vont sans doute réveiller tout ce qui était en nous. Oui, tout à fait. Alors, à mon sens, ça réveille dans les deux sens. Du souvenir, comme un traumatisme. Hein, je veux pas faire la psychologue ou la psychothérapeute, ouais. Mais je peux peut-être en dire du point de vue de ma personne, parce que par rapport à des angoisses, des peurs, etc. Justement, effectivement, il y a des moments où on a une peur qui revient sans que l'on sache pourquoi. Alors, c'est dans les gènes. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, cette peur, elle est en nous déjà. Elle est en nous. Ouais. Bon, alors. Moi, je ne connais pas des gènes de la peur, à mon avis, voilà. Hein. Moi non plus. Bon. et je pense que le grand problème, je pense qu'auparavant, même maintenant, on soigne quelqu'un d'un point de vue de sa souffrance. Bon, c'est un angoissé, c'est un ceci, c'est un cela, mais cette question du contexte, de cette transmission dont vous parlez, qui revient. Il y a des familles où on voit des générations de 2 ou 3 personnes qui sont très malades, voyez. Donc, et après, dans une situation sociale, économique comme la nôtre, on peut bien comprendre que cela peut entraîner des comportements plus affaiblis, plus vulnérables, quoi. Et de l'autre côté, il y a l'aspect positif, c'est-à-dire que lorsque ressurgit ce trauma, je vais dire comme ça, lorsque ressurgit cette mémoire, eh bien, nous revenons, il me semble. Je sais pas, là, je voudrais vraiment. C'est pour ça que je dis, je regrette qu'il n'y ait pas de recherche sociologique réelle à La Réunion. Lorsque ressurgit ce trauma, ressurgit avec, on va dire, l'esprit, une notion de la collectivité chez les Réunionnais et une notion de dire, mais maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Et aussi cet aspect critique que l'on a. D'accord. On va pas aller plus loin, même s'il me reste 1 minute. Je pense qu'on va se revoir la semaine prochaine. On essaiera d'avoir aussi un psychothérapeute ou un psychologue ou psychanalyste. On verra si on trouve quelqu'un pour essayer de continuer. En tout cas, on continuera avec Patricia Château sur cet élément-là. Elle n'avait pas grand-chose à dire quand elle est arrivée, mais au moins, elle a trouvé les mots pour ne pas le dire. Merci en tout cas, Patricia Château, sociologue donc de profession.
on aura l'occasion d'aborder, parce que je pense que d'une façon ou d'une autre, au vu de ce qu'on peut voir actuellement, je pense que le déconfinement et tout ce que va se passer après, je pense qu'on aura besoin de parler de sociologie également de psychologie. Merci Ça sera à nouveau. vous. Merci à vous également de nous avoir Merci. suivis. Merci François. Merci Alain. À bientôt. Merci.